Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Le verdict des jurés de la Cour d'assises de Paris concernant Guy Georges, accusé de 7 assassinats, a été conforme aux réquisitions. Une peine de réclusion à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Une sérénité dans l'attente du verdict, à l'image de ce procès. La pudeur, la dignité de ces familles replongées dans les souvenirs des crimes de leurs filles pendant 14 longues journées. Après 4 heures de délibéré, la Cour d'assises déclare Guy Georges coupable de 7 crimes et 3 agressions. C'est la perpétuité assortie de 22 ans de prison incompressible. Pas de surprise, mais un soulagement. Les familles ont encore peur malgré les 22 ans de sûreté. Guy Georges a déjà effectué 3 ans de détention provisoire. Dans 19 ans, il pourra demander des remises de peine. Avant que les jurés ne délibèrent, c'est Guy Georges qui a eu le mot de la fin. Je vous demande pardon, même si vous ne l'acceptez pas. La peine, c'est moi qui me l'infligerai. La perpétuité, c'est la vie. Vous pouvez être tranquille. Je ne ressortirai jamais. Mais qui est ce criminel bordel, Christian? Donc, c'est Guy Georges. Donc, on vient d'entendre le prononcé de sa sentence. Et évidemment, avant d'arriver aux assises, il y a eu une longue chasse à l'homme. Guy Georges, il a été... on a fait un film qui s'intitulait SK1. Et SK1, c'est le nom qu'on avait donné à Guy Georges dans les archives policières. SK1 voulant dire Serial Killer numéro 1. Ben oui. Et pourquoi ce numéro 1? C'était pas la première fois que la France avait affaire avec des tueurs en série. C'est vrai que quand on parle de tueurs en série, généralement, ce sont des Américains. Hein? On a l'impression que 9 tueurs en série sur 10 sont aux États-Unis. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir, il y a plusieurs études qui ont été menées autour de ça. Est-ce que c'est parce que aux États-Unis, il y a réellement plus de tueurs en série? Ou est-ce que les tueurs en série sont partout, mais ils sont moins médiatisés? Ou ils sont moins attrapés, hein? Si on pense par exemple en Inde, il y a des régions de l'Inde qui sont tellement isolées que des tueurs en série pourraient sévir dans ces régions de l'Inde et ils pourraient sévir pendant des années avant qu'on leur mette le grappin dessus. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelques tueurs en série en Inde qui ont été attrapés, dont on a médiatisé les crimes, mais c'est vrai que les services de police sont tellement désorganisés que des tueurs en série pourraient sévir pendant des années. Du côté, par exemple, de la Chine ou de la Russie, il faut le savoir, pendant de longues années, ils ont nié l'existence de tueurs en série. Hein. Ce n'est pas nous, c'est un phénomène typiquement américain. Ouais. Or, on le sait, il y a eu des tueurs en série en Chine, il y en a eu également dans l'ancienne Union soviétique. On pense à Andrei Tchikalenko, qui était l'un des pires tueurs en série de l'histoire. J'apporte un gros préjugé. Il n'y avait pas de tueurs en série, Christian, mais c'est des pays où le taux d'empoisonnement était dans les plus élevés. Ouais, absolument. Et en même temps, il y a une négation aussi, hein. Tu sais, sans citer des pays en particulier, mais tu sais, dans certains pays du Moyen-Orient, l'homosexualité n'existe pas. Non, un autre excellent point. On est en voilà, feu. donc faut s'entendre. Donc, on a des éléments comme ça. Et pourquoi, aux États-Unis, on les médiatise? Est-ce que le fait que la violence est plus banalisée aux États-Unis fait que des gens, on a plus de tueurs en série? Pourquoi aussi il y a moins de tueurs en série aujourd'hui qu'il y en a eu dans les années 70 et 80? Il y a une diminution des tueurs en série. Donc, c'est un phénomène social qui est très important. Et au prorata, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus de tueurs en série aux États-Unis qu'ailleurs. Et quand je dis ailleurs, je parle dans des pays occidentaux qui ont des systèmes de justice semblables aux nôtres. Donc, on pense par exemple à la France, qu'on pense à l'Angleterre. Là, on a des systèmes de police qui sont excessivement efficaces. On a un système judiciaire qui est appuyé. Et pourtant, au prorata, il y a effectivement plus de tueurs en série aux États-Unis qu'il y en a ailleurs dans le monde. Les gens diront, oui, mais peut-être parce qu'aux États-Unis, on a un plus grand accès aux armes à feu. Je ne crois pas. Je suis pas sociologue, mais je ne crois pas que ça joue un rôle parce que
les tueurs en série n'utilisent pas forcément des armes à feu. Hein. Je crois pas que le fait de ne pas avoir eu d'armes à feu aurait empêché Ted Bundy de commettre ses crimes, ou aurait empêché de John Wayne Gacy de tuer ses victimes. D'ailleurs, c'est un argument qui se défait facilement quand on considère que dans les plus grandes armes ou les plus grandes façons de tuer des gens, il y a la strangulation. Tu sais. Et j'allais justement te dire que pour un tueur en série, il y a une espèce de pulsion sexuelle à tuer par étranglement, parce qu'il y a une proximité avec sa victime. Hein. Bien souvent, on a entendu dans les procès des grands tueurs en série, là, Gacy, Bundy et autres, hein, ils disaient « Je prenais plaisir à voir la vie quitter leurs yeux. Hein. Je les regardais dans les yeux et je prenais plaisir à regarder ça. » Donc, c'est une sensation qu'ils n'auraient pas retrouvée s'ils auraient utilisé des armes à feu. Donc, l'arme à feu, la proximité ou la circulation des armes à feu ne joue certainement pas un rôle important dans la multiplication des tueurs en série. Mais pourquoi plus les États-Unis qu'ailleurs? Ça reste, je pense que des sociologues se sont penchés là-dessus. Il y a une façon aux États-Unis de banaliser d'une certaine manière la violence et de valoriser. Hein. On a pris certains criminels, puis on en a fait littéralement des héros. Ouais. Alors, est-ce que cet élément-là a joué sur l'imaginaire de certaines personnes complètement désaxées? C'est bien possible. Mais si on revient à notre tueur, ce Guy Georges, dont on vient d'entendre le procès, 20 ans de condamnation à perpétuité avec une peine assortie de plus de 20 ans. 20 ans, quand eux parlent de peine d'une durée de sécurité, c'est ce qu'on appelle, nous, ici, la libération conditionnelle. Oui. Donc, dans le cas de Guy Georges, impossibilité d'avoir une libération conditionnelle avant 22 ans. 23 ans, en fait, mais comme il avait déjà fait 3 ans de détention préventive, la peine était de 19 ans sans libération conditionnelle possible. Ce sera mon moment éditorial, Christian. Ça devrait recommencer le compteur à chaque fois. Mais ça, c'est moi. Ouais, ça n'engage que moi. Donc, ce Guy Georges devient donc le SK1, parce qu'il est le premier tueur en série de l'histoire de France où on aura obtenu un profil ADN complet. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Et d'ailleurs, dans le cas de Guy Georges, non seulement il va entraîner cette mise en place d'une banque de données ADN, ce qui n'existait pas avant. Les Américains en avaient, les Britanniques en avaient, mais la France ne voulait pas. Et quand les policiers qui étaient à la recherche de Guy Georges, parce que c'est une chasse à l'homme qui a duré de longs mois, même des années, lorsque les policiers ont proposé la mise en place d'une banque de données ADN, parce qu'on l'avait l'ADN, au moins sur 3 scènes de crime, on avait l'ADN du tueur. On s'est dit, on va construire une banque, on va la comparer à la banque de criminels qui sont déjà derrière les barreaux. Et c'est éventuellement, parce que on va le voir dans notre narrative de ce soir, mais Guy Georges avait de longues périodes d'arrêt. Okay. Et à un moment donné, les policiers se sont dit, pourquoi est-ce qu'il commet 2 crimes, il s'arrête pendant 2 ans, il reprend. Alors les policiers sont arrivés à la conclusion que Guy Georges devait faire des allers-retours en prison. Donc, on s'est dit, si on fait une banque d'ADN, des gens qui sont derrière les barreaux, et qu'éventuellement, ce Guy Georges se retrouverait incarcéré pour un crime autre que les crimes pour lesquels on le recherche. Par exemple, on le recherchait pour meurtre. Le tueur, à l'époque, on lui avait donné le nom. Le premier nom qu'on lui avait donné, c'était le tueur de l'Est parisien. Donc, c'était son nom. Donc, on se disait, si le tueur de l'Est parisien passe derrière les barreaux pour un crime autre, un vol ou quoi que ce soit, bon, on aura la banque ADN qui permettra de déterminer qui est le tueur. Et ça soulevait un tollé en France, parce que les gens, évidemment, c'est le pays des libertés. Puis on s'est dit, est-ce qu'il y aura éventuellement un abus? Est-ce que les services de police vont faire du profilage en fonction de l'ADN? Donc, il y avait tout ce débat-là. Et on voulait pas que les gens puissent être suivis en fonction de leur ADN. C'est un peu, à mon avis, je pense que quand le bien commun doit être protégé, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de libertés qu'on doit se prendre. Ouais. Bon, bref, enfin, mais autre éditorial. Mais ça a fonctionné parce que ça a permis d'arrêter. Finalement, on est allé contre vents et marées. On a installé cette banque. On a relevé les échantillonnages d'ADN. On a fait des profils. Celui de Guy Georges, on l'avait. Il est devenu le SK1, le profil ADN du premier tueur en série français. Et on l'a identifié en fonction de ça. Quand je dis le premier tueur en série français, c'est bien important de dire que la France avait quand même connu d'autres tueurs en série avant.
À la même époque qu'il y a eu Jack l'Éventreur, il y a eu en France un tueur qui s'est appelé Vacher. Il se promenait dans les campagnes, commettait des crimes épouvantables, éventrait ses victimes, mais il est passé un peu dans l'ombre parce que Jack l'Éventreur, qui commettait ses crimes à peu près à la même époque, avait droit à tous les honneurs de la presse. Parce que bien sûr, Jack l'Éventreur sévissait dans une grande capitale européenne, Londres. OK, c'est vraiment juste à cause de ça que l'autre a été alors oublié. Que Vacher, lui, il se promenait de village en village, tuait des pauvres vachères. C'est triste. Moi, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais il tuait des vachères, des femmes qui travaillaient dans des champs. On les retrouvait au matin, éventrées, égorgées, violées. Mais comme ça se passait en campagne, loin de tout des grands centres urbains, ben évidemment, les crimes de Vacher avaient droit à un entrefilet dans la presse. Okay. Ensuite, il y a eu d'autres tueurs. Je pense à des tueurs dont les noms sont passés dans l'histoire de France, parmi les plus grands tueurs en série de France, Landru, qui lui trouvait ses victimes dans les petites annonces, des femmes. On est au début du 20e siècle, et lorsque des femmes se retrouvaient veuves, des riches veuves, ils passaient des annonces dans la presse en disant Madame Machin, son mari est décédé. Ce type, Landru, trouvait le nom de la riche héritière, la riche veuve, s'arrangeait pour la séduire et éventuellement se débarrassait de la femme pour pouvoir s'approprier sa fortune. Personne n'oserait faire ça. Ben non. Et un autre tueur en série, débordant d'imagination, on est durant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, on avait fait un film, c'est l'histoire du docteur Petiot. Quand on dit l'occasion fait le larron, Petiot avait trouvé un stratagème qui était tout à fait extraordinaire. C'est un personnage épouvantable. Comme on était durant la Deuxième Guerre mondiale et que les Juifs étaient déportés vers les camps de la mort, Petiot, c'est un médecin, le docteur Petiot, donc on lui faisait confiance, c'est le docteur Petiot. Donc il avait un petit appartement à Paris, rue Le Sueur. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, les gens qu'il rencontrait, comme il était un médecin, il y avait un cabinet, et il faisait également des visites, il allait rencontrer des familles qui avaient des maux. Et souvent, s'il tombait sur une famille juive, il laissait sous-entendre que lui connaissait le moyen de quitter la France et comme ça échapper éventuellement aux rafles nazis. Alors les Juifs lui faisant confiance, Petiot leur disait, écoutez, monsieur Machin, monsieur Rouzman, vous allez venir à ma petite maison que j'ai, rue Le Sueur. N'en parlez pas à votre femme, n'en parlez pas à vos enfants, personne. Vous amenez avec vous vos biens, votre argent, vos bijoux, tout le reste. Vous venez à mon appartement. Je vous mets en contact avec mon passeur qui, lui, va vous envoyer quelque part en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Une fois que vous y serez, uniquement là, vous pourrez communiquer avec votre femme et votre famille, dire où vous êtes et l'on s'arrangera pour les faire quitter le pays. Donc, ces gens-là, tu comprends, se doutant de rien, se présentaient sur le docteur Petiot, les poches pleines de bijoux, pleines d'argent. Vulnérables. Et Petiot avait organisé un système, il avait construit une petite pièce isolée sous l'escalier, et sous son bureau, il avait fait une sonnette, il avait placé une sonnette. Donc, pendant qu'il discutait avec la personne, en lui disant, je vais te mettre en contact avec mon passeur, etc., il s'arrangeait pour sonner. Donc, l'individu qui était là entendait la sonnette, et là, Petiot prenait un air un peu, mon Dieu, qui peut bien venir chez moi à cette heure-là? Allez vous cacher dans la pièce. Fait que la personne, évidemment, allait dans la pièce en question. Et là, une fois que la personne était dans la pièce, Petiot barrait la porte et ouvrait une vanne à gaz et la personne était asphyxiée. Ah, OK, il est gazé. Il osait même pas lever le petit doigt. Non, après ça, une fois qu'il était gazé, Petiot les sortait de là, prenait leur richesse. Et comme ces gens-là n'avaient pas donné d'informations à qui que ce soit, personne, Madame X ou Y, la seule chose qu'elle constatait, c'est que son mari était disparu dans une soirée, on l'avait pas revu. Et comme c'était la Deuxième Guerre mondiale, comme ces gens-là étaient des Juifs, on supposait qu'ils avaient dû être ramassés dans une rafle nazie. Donc, Petiot, lui, en toute impunité, gazait des gens comme ça. Il en a gazé plus d'une 60aine. Et ensuite, il les découpait en morceaux comme des quartiers de bœuf et les brûlait dans une chaudière, une fournaise qu'il avait dans le sous-sol de sa maison. Et, crois-le ou non, il s'est fait prendre parce qu'une journée, il a mis des morceaux de cadavres dans sa fournaise, puis il est parti faire des courses à vélo.
et malheureusement, la fournaise a chauffé et le feu s'est déclaré. Les sapeurs-pompiers sont arrivés chez Petiot, sont entrés dans la maison. Quand je dis chez Petiot, on est réellement au centre de Paris, là. C'est pour les gens qui nous écoutent, qui sont de Paris ou de France, c'est sur la rue Le Sueur à Paris. Donc les sapeurs-pompiers arrivent sur place, ils entrent dans la maison, descendent au sous-sol et là voient des morceaux de cadavres qui sont là, qui attendent d'être jetés dans la fournaise. Oui, et crois-le ou non, pendant que les pompiers sont là, Petiot arrive en vélo. Il arrive avec son vélo, il voit l'agitation, les policiers, les sapeurs-pompiers. Alors il s'adresse à un sapeur-pompier en disant « Mais mon Dieu, que vaut toute cette agitation? » Et là, le pompier lui dit « Le croyez-le ou non, monsieur, on vient de trouver des cadavres au sous-sol. » Et là, Petiot prend un air surpris. « Mon Dieu, que c'est épouvantable! » Il remonte sur son vélo et bien sûr, il a pris la poudre d'escampette. Pendant 2 ou 3 mois, on a recherché Petiot. Il s'est engagé sous des faux noms dans l'armée pour servir dans les milices étrangères et autres. Et finalement, on a réussi à le retracer. Il a été arrêté. Et durant son procès, il était tout à fait abominable. D'ailleurs, on a écrit un ouvrage qui s'intitule « L'abominable docteur Petiot ». En fait, il parlait de ces gens-là comme étant des juifs, des gens sans valeur. Donc, on voit qu'il partageait cet esprit, l'esprit des nazis, un peu ce sentiment antisémite. Quand le juge lui parlait ou quand les procureurs lui parlaient, il bâillait aux corneilles, s'endormait. Aucun respect. Il n'y avait aucun respect. Il a été condamné à mort, il a été guillotiné, c'était la méthode de mise à mort à l'époque en France, et donc le docteur Petiot a été exécuté. C'est un des grands tueurs en série de l'histoire de France. Il y en a d'autres, là, mais je te mentionne ceux-là parce qu'ils sont réellement passés à l'histoire. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était à la fin des années 80, je suis allé sur rue Le Sueur en France, et je prenais des photographies de la maison de Petiot, là où il brûlait les cadavres, et une vieille dame est sortie, elle s'approche de moi, puis elle me dit vous prenez des photos. Fait que là je lui explique c'était autrefois l'hôtel personnel du docteur Petiot. Et là elle me dit je l'ai bien connu moi le docteur Petiot. Et là elle me racontait qu'elle vivait dans le quartier depuis 40-50 ans et qu'elle avait effectivement rencontré Petiot. Elle trouvait que c'était un homme qui était tout à fait charmant, poli. Elle dit jamais elle se serait doutée qu'une telle horreur aurait pu être commise. C'est pour te montrer que les tueurs en série n'ont pas forcément écrit dans le front « Je suis un tueur en série ». Mais non, puis à quel point, surtout les hommes sont décrits par les femmes comme des êtres très charismatiques. Là. Oui, très souvent. On retrouve cet élément-là. Ce sont des gens de confiance. Oui. Donc, c'est un peu notre histoire de Guy Georges. Donc, il devient le premier tueur en série parisien, français, dont on a le code génétique. Il va transformer un peu le système judiciaire français. Alors comment il naît, comment il va devenir ce tueur-là? On se pose souvent la question, est-ce que on naît avec des pulsions de tuer ou est-ce qu'on le devient? Puis on en a souvent parlé ensemble. Quand on regarde l'ensemble des tueurs en série, bien souvent on voit que déjà dans leur enfance, ils ont des comportements déviants. Exact. Et ils sont souvent également issus de familles qui sont dysfonctionnelles. Et c'est exactement le cas de notre Guy Georges de ce soir. Il est né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François, c'est dans le département de la Marne. On est à 80 km de Reims. Il naît sous le nom de Guy Rampillon. Et il est né, en fait, d'une relation hors mariage entre un soldat noir qui était cantonné en Europe, un certain George Cartwright, et sa mère, qui était une femme de mœurs légères, qui s'appelait Hélène Rampillon. Donc, il est métis, donc le père est noir, la mère est blanche, il est métis, et la mère, rapidement, va le confier à l'adoption publique. Et c'est comme ça, donc, que le petit Guy va être adopté par une famille d'Angers, les Morins. Et, bien sûr, à ce moment-là, l'accueil, la réception en famille d'accueil doit être temporaire, mais souvent ce qui est temporaire devient permanent, et c'est exactement ce qui va arriver avec notre petit Guy Rampillon. Il faut dire que il vit chez les Morins. Les Morins ont déjà, eux, une fratrie là, de 6 enfants, 6 filles. Ils accueillent également d'autres enfants, une bonne demi-douzaine d'autres enfants qui sont là, qui ont été placés soit en adoption ou on appelait ça des foyers nourriciers à l'époque. Donc, ils sont placés là. Donc, le petit Guy Rampillon se retrouve là au milieu de cette fratrie. Mais comme
il est différent, hein, puisqu'il est métis, donc évidemment, il doit combattre le racisme de l'époque. On est dans les années 60. Il est seul à son école à avoir cette peau couleur café, donc il est mis au banc des exclus. On se moque de lui. Il est la persona non grata. Les enfants du quartier veulent pas jouer avec lui parce qu'il a une drôle de couleur, oui. Et là, bien sûr, ce petit Guy Rampion va s'inventer des mondes fantastiques. Donc, il s'imagine une espèce de héros et là, il joue tout seul dans les bois autour d'Angers. Là, il vit dans son espèce de monde imaginaire. Et en fait, il s'inspire principalement d'un personnage. Hein, il aime jouer avec des couteaux, faire un peu de braconnage. Puis là, il traque des animaux en forêt. Puis on le retrouve souvent, cet aspect-là, chez les tueurs en série, des gens qui aiment bien s'attaquer à des animaux, même dans leur enfance. Puis là, on a ce petit Guy Rampion qui éventuellement va prendre le nom de Guy Georges, hein, qui est le nom du lieu où il est né. Hein. Donc on va le nommer Georges en fonction de l'endroit où il est né. Donc il devient Guy Georges et il lit les ouvrages, notamment de Mark Twain, hein, les aventures de Tom Sawyer, et il s'identifie à un personnage qui s'appelle Joe, qui est un Indien, hein, donc lui aussi un exclu. Il vit en forêt avec des couteaux, fait de la chasse, fait du braconnage. Donc, le petit Guy Rampion, devenu Guy Georges, s'identifie à ce personnage. Il vit dans cet univers-là. Et puis, au début des années 70, il y a une scolarité qui est très chaotique. C'est pas un individu qui a des troubles particuliers. Quand je dis des troubles particuliers, c'est pas un individu qui est retardé ou un truc comme ça. Il y a pas de déficience mentale. Mais c'est un individu qui a des problèmes de comportement. Hein? Et là, donc, déjà, lorsqu'il est à l'école, il a des altercations avec d'autres enfants. Des plaintes sont logées et la famille Morin tente de le calmer, mais plus le temps passe, plus ces agressions deviennent fréquentes. Et là, à des moments donnés, même les Morins se demandent s'ils ne devraient pas le placer dans d'autres maisons d'accueil, parce qu'éventuellement, il y a une espèce de... On craint, en fait, pour la sécurité des autres enfants qui sont là, qui bien souvent, ça se termine par des altercations avec Guy Georges. Et puis, à un moment donné, Guy Georges va s'en prendre. Hein, tu comprends qu'on a une maisonnée, donc, qui est composée majoritairement de filles. Ben, Guy Georges va s'en prendre notamment à l'une de ses, entre guillemets, sœurs adoptives. Il va essayer de l'étrangler. Il va en agresser sexuellement une autre. Et éventuellement, en 1978, Guy Georges, qui est rendu à 15 ans, va agresser une autre de ses sœurs avec une barre en acier. Il va tenter de l'étrangler. Et là, encore une fois, cette demi-sœur ou cette sœur adoptive qui est âgée de 10 ans va réussir à s'échapper. Et là, cette fois, les Morins en ont un peu assez des comportements agressifs de Guy Georges. Et lorsqu'ils essaient de le raisonner, hein, ils le retrouvent, il est enfermé dans sa chambre, il a les yeux révulsés, il est prostré, il est comme dans une espèce d'état second. Et là, les Morins se rendent bien compte que le petit Guy Georges a des problèmes de comportement, et en particulier des comportements très agressifs. Donc, ils contactent les services sociaux et éventuellement, Guy Georges va quitter la maison des Morins, va se retrouver dans une maison d'accueil pour des jeunes marginaux, comme c'est bien souvent le cas. Donc, on a une éducation qui est chaotique, pas forcément de la faute des Morins, mais peut-être en fonction de son passé à lui-même. Il développe également des fantasmes, hein. À propos de son père, ancien militaire et autres, là, il s'imagine un monde qu'il idéalise, mais qui n'est pas conforme à la réalité. Et là, donc, il se retrouve donc dans cette maison d'accueil, et dans la maison d'accueil en question, ben, il aime bien, il s'appelle Guy Georges, mais il aime bien se faire appeler Joe, hein, Joe, le nom de cet Indien dans les aventures de Tom Sawyer, auquel il aimait s'identifier. Et puis là, pour lui, tous ses problèmes viennent des femmes.
Donc lui, il se dit, ma mère m'a mis dans un centre d'accueil, les femmes m'ont rejeté, j'ai grandi chez les Morins, c'est encore mes demi-sœurs. Lui, il ne faut jamais responsable. Hein. Il a essayé d'étrangler une de ses demi-sœurs avec une barre d'acier, il en a agressé une autre, mais c'est jamais lui. C'est toujours la faute des femmes qui le rejettent. Donc, il tourne sa violence vers les femmes et il a l'intention, d'une certaine façon, de continuer, en fait, de se venger, de prendre un pas sur les femmes qu'il contrôle. Et puis, sa carrière criminelle commence alors qu'il est tout jeune. Le 16 février 1979, il attaque, sourire aux lèvres, une jeune femme qui descend de l'autobus. Il l'entraîne dans un bois, lui vole son sac à main, tente de l'étrangler. La femme se met à hurler. Guy Georges prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Il est arrêté une semaine plus tard, mais comme il est mineur, il a à peine 16 ans à l'époque. Comme il est mineur, ben évidemment, on ne l'envoie pas dans un centre criminel, dans une prison, mais on le retourne dans un centre d'adaptation pour les jeunes qui ont des problèmes. Et Guy Georges, c'est vrai que dans son histoire, à un moment donné, on va le surnommer le tueur de l'Est parisien. On va également le surnommer la bête de la Bastille, parce que on va comme resserrer. L'Est parisien, c'est grand. La Bastille, c'est un quartier. C'est principalement dans le quartier de la Bastille qu'il va commettre ses crimes. Okay. Mais Guy Georges, et si j'avais à lui donner un nom, je l'appellerais probablement Guy Georges, le plus chanceux des tueurs français. C'est incroyable de quelle façon ce type-là va réussir par des concours de circonstances incroyables à passer à travers les mailles du filet. Et déjà, tu me dis tantôt que le dernier était pas mal décédé sur la guillotine. Donc, il a été chanceux de se priver de ça. Et il y a des auditeurs qui demandent, il est décédé en quelle année, Pétion? Non. En Petiot, de mémoire, je crois qu'il est décédé en 1944. D'accord. Je crois que c'est, mais là, je te cite ça de même. Mais ces crimes ont été commis, là, durant cette période. Donc, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a pu, là, j'ai pas en mémoire les détails de l'exécution, mais ça se passe durant cette période-là, 44, 45 ou 46, là, dans ces eaux-là. Parfait. De Petiot. Vu que tu avais côtoyé une dame, ça, les gens se demandaient, mais mon Dieu, il est décédé quand, tu sais, oui, la dame avait beaucoup d'expérience, voilà. Oui, c'est une dame d'à peu près 80 ans, là, tu sais. D'accord. Elle avait, à l'époque, elle avait rencontré Petiot, était dans la vingtaine ou quelque chose comme ça. Elle avait hérité de la maison qui appartenait à ses parents. Donc, elle avait grandi dans le quartier et à la mort de ses parents, elle avait hérité de la maison. D'où le fait qu'elle avait passé toute sa vie sur la rue Le Sueur, pratiquement en face de ce petit hôtel où vivait le docteur Petiot. OK. Alors, donc, on retourne à notre Guy Georges. Donc, il se fait arrêter. Il a 16 ans. On le renvoie dans un centre de détention pour mineurs, agressifs. Mais, j'aurais tendance à dire, personne ne dit rien et personne ne fait rien. T'sais, Guy Georges, depuis qu'il a commencé à entrer dans l'adolescence, il a montré des signes d'une grande violence. Il a agressé les gens autour de lui, des petits compagnons à l'école. Il a agressé ses sœurs. On devrait se dire, ben voilà un individu agressif, il devrait subir une thérapie, il devrait être suivi, mais ce n'est pas le cas. Donc, on le met simplement dans un centre de détention pour jeunes, et puis on le laisse comme ça aller. Il va ressortir quelques mois plus tard et le 5 mai 1980, il agresse une autre femme de 24 ans. Il lui vole son sac à main comme il l'avait fait la première fois. Elle tente de résister et Guy Georges la frappe avec violence avant de s'enfuir. La victime porte plainte, mais l'enquête ne mène nulle part parce que, pour des raisons X ou Y, la femme n'a pas donné une bonne description et Guy Georges n'est jamais suspecté. Et ça sera pas la première fois que ça va se produire. Cette façon qui, par des concours de circonstances, il va réussir à passer à travers les mailles du filet. 10 jours après cette première agression, il récidive du côté d'Angers. Il monte dans un ascenseur en même temps qu'une certaine Roselyne C., une femme de 33 ans, et dès que la porte se referme, il la menace d'un couteau et lui ordonne de lui donner son sac. Donc la femme refuse, sans hésiter, Guy Georges lui plante son arme dans la joue, et là la victime se met à hurler, et
Puis Guy Georges prend la poudre d'escampette. Il est arrêté 2 jours plus tard à la gare d'Angers. Il est traduit en justice. L'adolescent, qui a 17 ans, se montre très hautain, méprisant. Les psychologues qui se penchent sur son cas le déclarent comme immature, instable, impulsif. L'un de ces psychologues le déclare même dangereux et même psychopathe. Mais c'est pas grave. On l'envoie encore une fois dans un centre de jeunesse. Et puis c'est là, il est condamné que ça aurait dû s'arrêter. Absolument. Avec Donc, le terme psychopathe. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, on l'envoie il est condamné à 1 an de prison pour son crime. Donc, on l'envoie encore une fois dans une institution pour mineurs. Hein. Il a 17 ans. Et là, à ce moment-là, écoute, il a 17 ans. Il compte déjà 5 agressions contre des femmes, dont 4 en flirtent dangereusement avec des tentatives de meurtre. Il y en a une, il a planté un couteau dans le joue. Les 2 autres, il a essayé de les étrangler. Il a essayé d'étrangler une de ses sœurs avec une barre d'acier. Mais encore une fois, malgré tout ça, personne ne voit rien, personne ne dit rien, personne s'inquiète. On l'envoie dans un centre de jeunesse et comme tu le dis si bien, comme il y a eu un diagnostic de psychopathie dans le cas de Guy Georges, on devrait s'inquiéter, mais pas du tout. On l'envoie dans le centre, il purge sa peine dans le centre et comme il arrive à 18 ans, il est à nouveau libéré. Et le 18 novembre 1981, il a 18 ans, il sort de ce centre-là et il agresse dans un immeuble une jeune femme qui s'appelle Nathalie L, qui elle aussi a 18 ans. Et il l'agresse au moment où elle entre chez elle. Après l'avoir violée, il la poignarde et la laisse pour meurtre. Elle est blessée gravement, mais elle survit à son agression. Guy Georges n'est pas inquiété par la justice, parce que, encore une fois, pour une raison X ou Y, les policiers ont pris la déclaration de la jeune femme. Elle n'a pas vraiment vu son agresseur qui est arrivé derrière elle. Il faisait sombre. Donc, à ce moment-là, l'enquête mène nulle part. Et Guy Georges, lui, continue de se promener dans Paris sans être inquiété. En février 82, il se fait arrêter dans le cadre d'une affaire de vol. Il est placé en détention provisoire, mais éventuellement, il est condamné à 5 mois de prison. Il est expédié dans une maison d'arrêt à Fleury-Mérogis, qui se trouve en banlieue de Paris, et il est libéré le 30 mai 1982. 8 jours plus tard, tu vois, c'est un récidiviste, là, il s'arrête pas, là. 8 jours plus tard, on est le 7 juin 1982, Guy Georges agresse une certaine Violette Kay dans un parking souterrain dans le 16e arrondissement à Paris. Il tente de la violer, la poignarde, tente de l'étrangler. Encore une fois, la jeune femme crie, elle met en fuite Guy Georges, qui est repris par la police quelques jours plus tard, parce qu'elle a donné une description. On se dit, voilà, le portrait robot, ça ressemble à Guy Georges. Guy Georges est arrêté, mis en détention provisoire, et il est accusé d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur. Il paraît devant le tribunal le 10 février 83, et il est condamné à 30 mois de prison ferme. Donc, il me semble 30 mois de prison quand tu as cette succession de crimes. Encore une fois. C'est une tape dans le dos. Oui, écoute, 30 mois de prison. Et à ce moment-là, j'aurais presque tendance au risque de me répéter que personne ne fait rien, personne ne voit rien. Écoute, on a un individu qui arrête pas d'agresser des femmes. Dès qu'il est sorti, là, quelques jours après sa sortie de prison ou de centre de détention de jeunesse, il attaque des femmes à répétition. Et encore une fois, comme tu le dis si bien, 30 mois de prison, là, c'est vraiment une tape sur les doigts. Le 27 février 84, après 1 an et demi de prison, parce qu'en prison, il y a eu des comportements agressifs envers des gens qui étaient des gardiens. Donc, il a vu sa peine s'allonger un peu. Le 27 février 84, il obtient une libération pour bonne conduite. Il est alors âgé de 21 ans. Le soir même, il viole à l'aide d'une arme à feu, une certaine Pascal Nix dans sa voiture. La femme est poignardée, mais parvient à s'échapper. Et là, Guy Georges est arrêté le même soir, parce qu'elle donne une description de Guy Georges. Les policiers du quartier le reconnaissent dès qu'elle fait une description. Donc, il est arrêté. Il est placé en détention provisoire. Il est inculpé de menaces de viol et de menaces de mort avec une arme à feu et une arme blanche. Et il comparaît devant la cour d'assises et il est défendu par un certain Jean-Pierre Morin. Et c'est assez amusant parce que, amusant, c'est triste d'une certaine façon, mais on voit, c'est quand on dit la justice, quand tu as un bon avocat, tu as un bon avocat. Donc, l'avocat général requiert contre Guy Georges 15 ans de prison.
Lui, il dit, voilà, le type, depuis son adolescence, c'est des agressions en répétition. Les dernières agressions sont de plus en plus violentes. Des viols avec des armes, menaces de mort, tentatives de meurtre, parce que quand tu essaies d'étrangler ta victime. Voilà. Donc lui, l'avocat général, qui est l'équivalent du procureur ici, demande 15 ans de détention pour Guy Georges. Mais son avocat réussit finalement à faire comprendre, à amadouer le juge et le jury en disant, voilà, c'est un jeune garçon qui a eu beaucoup de difficultés dans sa jeunesse. On le prend éventuellement en pitié et il est condamné à 10 ans de prison. Mais il fera pas 10 ans de prison. Il va faire à peine 5 ans et le 18 janvier 1991, il bénéficie d'une semi-liberté. Dès qu'il est remis en liberté, dès qu'il se retrouve dans les rues, il en profite le même soir pour... en fait, ce qu'il va faire, c'est comme on le remet en liberté, il doit absolument se présenter au moins une fois par semaine au pénitencier de Caen qui lui gère son dossier. Fait que là, il sort de prison. La semaine suivante, il se présente pas. En fait, il s'enfuit à Paris, où il va commencer à vivre dans les squats. Il vit dans l'est de Paris. Il fait de la prostitution masculine. Et dans la nuit du 24 au 25 janvier 1991, il aperçoit une jeune femme qui s'appelle Pascal Escarfel, qui a 19 ans, jolie blonde. Il la voit passer. Lui, il est attablé dans une terrasse d'un café. Il la voit passer. Elle magnifique jeune femme, il la suit au 41 rue de Lampe, pénètre dans l'immeuble, parce que souvent les appartements dits sécurisés, tu ouvres la porte, tu entres, puis là la porte se referme et elle se bloque, se verrouille derrière toi. Mais souvent les portes, et souvent les policiers vont dire ça, si la porte met plus que 20 secondes à se fermer, tu te mets en danger pareil, parce que quelqu'un qui te suit, t'ouvres la porte, tu entres, c'est rare que tu vas attendre que la porte se referme. Tu entres tu as ta clé, tu ouvres la porte de l'immeuble, tu entres, et immédiatement tu commences à monter les escaliers. Donc le temps que tu commences à monter les escaliers, si la porte n'est pas entièrement fermée en bas, l'agresseur qui te suit va retenir la porte et va rentrer derrière toi. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas d'Escarfel. Guy Georges pénètre dans l'appartement derrière elle, il la double dans la cage d'escalier, elle monte, il monte plus vite que elle croit que c'est quelqu'un qui monte dans les étages supérieurs. Il s'assure, lorsqu'il la voit arrêter à un étage et entrer, il se place juste derrière elle, la pousse à l'intérieur de l'appartement, et là, il va l'agresser pendant des heures. Il la tient, il l'attache, et il va l'agresser pendant des heures, et à la fin, il va la frapper de 3 coups de couteau à la gorge. Il lui tranche la gorge. Donc, c'est le premier meurtre commis par Guy Georges. Tous les autres, c'était des agressions. Probablement que si les femmes ne s'étaient pas débattues, elles auraient probablement été étranglées ou poignardées. Ce qui leur a sauvé la vie, c'est d'avoir réagi violemment. Mais dans le cas de Pascal Escarfel, il est clair que Guy Georges a compris que de laisser des victimes en vie derrière lui, c'est pas forcément la bonne chose, puisque jusqu'à maintenant, tout ça s'est retourné contre lui et il s'est retrouvé derrière les barreaux ou en centre d'accueil. Ce qu'on va apprendre durant le procès, à un moment donné, écoute, c'est assez sordide, là, mais lorsqu'il va avoir le procès, Guy Georges va se montrer tout à fait au-dessus de la mêlée. Évidemment. C'est un individu vraiment monstrueux. Et durant le procès, il va raconter, parce que les policiers, quand ils vont arriver et trouver le corps d'Escarfel, ils vont constater qu'elle a sur la bouche des marques de ruban adhésif. Mais que ce morceau de ruban adhésif, elle est attachée, elle est morte attachée, mais le morceau de ruban adhésif a été enlevé et jeté au côté du lit. Et Guy Georges va dire qu'à un moment donné, elle essayait de parler. Il lui a enlevé le ruban adhésif et elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, elle est essayant de le faire raisonner. Puis il lui a dit « Je te tue. » Hein? C'est assez sordide. Mais bon, enfin, bref, après avoir assassiné Escarfel, pour s'assurer, parce qu'il vient de commettre son premier meurtre, là, il panique un peu. Il dit, oh, là, j'ai commis un meurtre. Là, j'ai vraiment comme passé la frontière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se présenter à la police de la prison de Caen,
où il aurait dû se présenter une semaine plus tôt, là, tu comprends? Parce qu'il était en liberté conditionnelle, il s'est pas présenté au poste, il s'est rendu à Paris, il tue Escarfel, et là, il se présente, il va le 17 février 91, donc après quelques jours après le meurtre d'Escarfel, il va lui-même se constituer prisonnier à la prison de Caen. Il se représente et dit, bon, j'ai bien réfléchi, là, j'aurais dû me présenter ici il y a quelques jours. Finalement, j'ai pris la poudre d'escampette, je me suis pas présenté. Évidemment, il va pas jusqu'à dire qu'il est allé à Paris, parce qu'à Paris, la police de Paris enquête sur la mort de cette jeune femme. Donc lui dit, ben voilà, je me suis pas présenté, mais là, j'ai des remords, je décide finalement de me constituer prisonnier. Fait que il est donc transféré à la prison et il est condamné à une peine de 8 mois pour bris de condition. Et encore une fois, il va échapper à la justice parce que il apparaît pas sur les listes puisqu'il est détenu. Tu comprends? Donc, quand on commence à enquêter, on regarde qui sont les agresseurs sexuels. Le nom de Guy Georges apparaît sur une liste d'agresseurs sexuels, mais il est détenu au pénitencier de Caen. Donc, et on n'informe pas la police que durant une courte période de temps, il s'est pas présenté pour faire un suivi de sa libération conditionnelle. Hein. Et à ce moment-là, Guy Georges vient de passer à nouveau entre les mailles du filet. Donc, après s'être présenté comme constitué prisonnier, il est condamné, comme je l'ai mentionné, à 8 mois de prison pour bris de condition. Mais il faut savoir qu'il avait déjà été condamné à ce moment-là. Il était en libération conditionnelle pour une peine de prison de 10 ans. Hein. Il en avait fait 5, on l'a libéré. Il devait se présenter à la prison de Caen. Il le fait pas, se rend à Paris, assassine Pascal Escarfel, se livre prisonnier, retourne en prison, 8 mois de plus les 3 ans et demi à peu près qui lui restaient à purger. Donc, il purge son temps et il échappe parce que comme il n'apparaît pas sur la liste des criminels sexuels en liberté, ben évidemment, il ne sera jamais soupçonné du meurtre de Pascal. C'est ça le problème, ils sont trop intelligents. Ah, ouais. Et là, il est libéré le 4 avril 92. Et il retourne à Paris, où là encore, il va vivre dans des squats, consomme de la drogue, fait un peu lui-même de la prostitution. Et le 22 avril 92, il va agresser une certaine Éléonore D. dans le hall d'un immeuble. La victime parvient à s'échapper et elle prévient les forces de l'ordre qu'un individu a tenté de l'agresser. La police le reconnaît, il est arrêté à nouveau, il est placé en détention provisoire et condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Ça veut dire qu'il va faire 2 ans de prison ferme. C'est quand même hallucinant, là. Si on s'arrête ici, là, ça peut paraître être beaucoup de détails, là, mais arrêtons-nous une seconde, là. Le type, là, ça fait 20 ans qui commet 15 ans qui commet des agressions à répétition, des agressions au couteau, tentatives d'étranglement. Dès qu'on le met en liberté, il agresse à nouveau. Et là, pour la énième agression, on le condamne à 2 ans de prison ferme. Si c'est pas un gars qui jouit d'une chance extraordinaire, soit qui tombe sur des juges qui sont attristés de connaître son histoire d'enfance ou leur jury, mais tu sais, écoute, tu dis c'est incroyable, oui, t'as le mot. Comment est-ce que la justice peut-elle être aussi clémente envers un individu comme celui-là? J'ai envie de porter un autre, je fais une parenthèse, Christian, parce que j'ai envie de porter un autre jugement et je suis allée le googler pour voir si justement il était beau, un beau criminel. Est-ce que c'était décrit comme un beau criminel? Ben, c'est un homme, c'est un métis, il a les cheveux ras. Oui, c'est pas un individu qui est repoussant, là. Donc, on peut comprendre. D'ailleurs, dans certaines images le montrent au moment où il est arrivé. C'est un individu qui plaît généralement aux femmes, okay. plutôt bien costaud, là. Tu sais, bien, c'est pas un individu qui a un physique repoussant, là. Okay. Donc, après souvent, ils ont un petit facteur de sympathie supplémentaire, ces gens-là aussi, tu sais, qu'on va percevoir comme des plus belles personnes. Là, scientifiquement, on a tendance à vouloir être plus gentils. Oui, c'est ça. Et tu comprends que lui, Guy Georges, il y a aussi, ce qu'il va jouer aussi, c'est que d'une certaine façon, tu sais, c'est un peu comme,
comme il fréquente les milieux des sans-abri, tout ça, ben, tu sais, on a toujours un peu une forme de sympathie, tu sais, il est dans la rue, il quémande, donc les gens le voient avec une certaine sympathie, tu sais. Donc, est-ce que tout ça va jouer? Reste que n'en demeure pas moins que c'est un individu tout à fait monstrueux. Donc, dès qu'il est libéré, il est libéré après ce réquisitoire où on avait demandé 5 ans, puis il va faire 2 ans, là, donc une peine en fait, il est condamné à 5 ans, mais seulement 2 ans ferme et 3 ans de sursis. Il est libéré le 5 novembre 93 après à peine 1 an et demi de détention. 2 mois plus tard, donc, il retrouve ses vieilles habitudes à Paris, il fait des vols, des petits larcins, et puis, le 7 janvier 94, il assassine Catherine Rocher, qui a 27 ans. Il l'assassine dans un parking souterrain après l'avoir violée. Et encore une fois, il n'est pas inquiété pour ce meurtre. Les policiers trouvent le cadavre et on n'a fait aucun lien avec Guy Georges. Évidemment, on n'a pas d'ADN, il ne laisse pas d'empreinte. D'ailleurs, les policiers diront à ce moment-là, comme il n'y a pas d'empreinte, puis il n'y a pas d'ADN, à moins qu'il récidive en faisant le même modus operandi, qu'il soit pris sur le vif. C'est-à-dire, on a trouvé une femme laissée pour morte, qui était laissée morte aux côtés de sa voiture, qui avait été agressée, mais l'agresseur, ça peut être n'importe qui. Et dans ce cas-là, dans le cas du meurtre de Catherine Rocher, on ne retrouvera pas de sperme. Donc, les policiers vont supposer, il y a eu viol, ça c'est clair, mais les policiers vont supposer que l'individu a probablement utilisé un préservatif. OK. Donc, on n'a pas d'éléments ADN. 6 jours après ce crime-là, le 13 janvier 94, Guy Georges, on voit qu'il accélère la cadence. Guy Georges agresse avec l'aide d'un couteau une animatrice radio qui travaillait pour une station de radio qui s'appelle Radio Nostalgie, une certaine Annie Le Flouté. Il l'agresse sous le porche où elle réside, rue Père Corentin, mais elle est agressée, mais pas assassinée. Donc, elle survit à son agression. Elle va fournir une description de l'assassin, mais encore une fois, c'était sombre, elle n'a pas beaucoup d'informations, donc on est à la recherche de cet individu. C'est à ce moment-là... Audacieux, Christian, mais personnalité publique? Oui, absolument, mais je ne crois pas que... Parce que durant son procès... Guy Georges donnera pas beaucoup d'informations, mais je ne crois pas qu'il avait perçu je crois pas qu'il connaissait sa victime. Okay. Je crois que c'est un crime d'occasion. Elle était, parce que la façon dont l'appartement était placé, c'était comme sur le bord d'une ruelle, donc on était dans une zone excessivement obscure, et lui est arrivé derrière elle, il l'a agressée, probablement que c'était simplement une femme qui se trouvait sur son chemin puis il l'a agressée. Et éventuellement, ça s'est révélé une personnalité publique. Okay. Mais on la connaissait pas. Et à ce moment-là, peut-être est-ce le fait qu'il ait agressé une personnalité publique, mais les journaux vont immédiatement s'emparer de cette histoire. Donc, les crimes qu'avait commis dans le passé ce Guy Georges avaient fait, bien sûr, la manchette, mais c'était relayé en 5e ou 6e page, puis ça faisait un petit entrefilet. Et là, soudain, avec cette agression, la presse s'arrête à cette histoire-là, et les policiers disent, il y a eu plusieurs agressions, c'est vrai, visiblement, Madame Le Flouté n'est pas la seule, et là, on lui donne son premier titre. Il est qualifié de le tueur de l'Est parisien. Parce que les policiers disent, voilà, on croit que l'agresseur de Madame Le Flouté est probablement celui qui a assassiné d'autres femmes à Paris. Donc, on croit qu'il pourrait s'agir du même individu. On a retrouvé... À ce moment-là, il faut le dire aussi, les policiers ont déjà des éléments ADN. Ils ont retrouvé sur les victimes des éléments ADN. Ils ont également des empreintes digitales, mais pour une raison X ou Y, ça passera pas, on l'identifiera pas comme celle de Guy Georges. Donc, il va passer à nouveau à travers les mailles du filet. Puis, il faut également aussi mentionner que les femmes qui ont été retrouvées, comme Pascal Escarfel, qui a été retrouvée assassinée dans son appartement, il y a également les agressions des femmes dans des parkings souterrains. Pour les policiers, c'est 2 types d'agressions différentes. Il y a comme un tueur qui doit tuer des femmes dans leur appartement et un tueur qui doit être l'agresseur des femmes dans les parkings. Donc, on s'imagine qu'il y a 2 agresseurs. Et là, donc, dans cet élément-là,
dans la foulée de cette panique-là qui est déclenchée par ce grand titre, le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, lui, va continuer d'assassiner. Il va assassiner dans la nuit du 9 au 10 décembre 94 une certaine Agnès Nitschkamp. C'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Elle est retrouvée par son compagnon, qui est sans nouvelles d'elle. Il entre dans son appartement, il la trouve, elle a été violée, elle est étendue sur son lit, elle a eu la gorge tranchée. Donc c'est le 4e meurtre que Guy Georges commet à ce moment-là. Et lui, il continue de vivre comme un marginal. Il erre dans les squats, passe ses journées à boire, à consommer de la drogue. Il vole dans des commerces. Mais encore une fois, les policiers sont comme pognés avec cette idée-là on a un tueur qui attaque des femmes dans des parkings souterrains et un autre qui attaque des femmes dans leur appartement, comme dans le cas de Agnès Nitschkamp. Et puis, 6 mois plus tard, le 6 juin 95, là, il s'attaque à une certaine Elisabeth Ortega qui échappe à une tentative de meurtre. Et là, c'est intéressant parce qu'ici, il va y avoir un élément qui va être qui est tout à fait troublant. C'est que, dans le cas de cette agression, elle va fournir un portrait robot de son agresseur, mais elle dit à la police, mon agresseur, je l'ai bien vu et c'est un Maghrébin. Donc, de type arabe, ce n'est pas un homme métis de sang mêlé comme les Guy Georges. Donc là, les policiers croient détenir un bon portrait robot qui pourrait être celui de l'agresseur, de celui qu'on cherche, le tueur des femmes de l'Est. Mais là, on cherche un homme de type maghrébin, donc un arabe. Et à ce moment-là, crois-le ou non, le 8 juillet 95, les policiers vont arrêter, pas le 8 juillet 95, le 8 juillet 95, Guy Georges va tuer une autre femme, il va la violer, la tuer dans son appartement. Et par un concours de circonstances, il va être arrêté dans les jours qui suivent. Mais lorsque les policiers montrent une photo de Guy Georges à Elisabeth Ortega, celle qui a survécu à son agression, lorsqu'ils lui montrent des photos de Guy Georges, elle dit que c'est pas lui. Elle dit, elle maintient que l'agresseur est un Maghrébin, donc un homme d'origine arabe. Et crois-le ou non, c'est un élément tout à fait fondamental dans l'enquête, à cause du fait que Ortega n'a pas reconnu Guy Georges comme étant son agresseur. Guy Georges, même si les policiers ont l'ADN du tueur, ça va permettre à Guy Georges d'échapper à un contrôle d'ADN. Ah, c'est n'importe quoi. Écoute, c'est n'importe. Franchement, là. Ouais, ils l'ont sous la main. Il y a des téléséries mieux écrites que ça, Christian. Là, ils l'ont sous la main. Et là, on se dit, comme la femme Ortega ne reconnaît pas Guy Georges comme son agresseur, les policiers jugent qu'il n'est pas utile de prendre l'ADN de Guy Georges et de le comparer à l'ADN du tueur. C'est donc, là, tu dis, c'est comme vraiment du grand n'importe quoi. Et éventuellement, donc, Guy Georges, les policiers ont cet ADN, c'est lui qu'on a identifié comme étant l'ADN du SK1, le tueur, le serial killer numéro 1. Et là, Guy Georges va être arrêté pour d'autres crimes. Là, je vois que le temps file. Oui. Et bon, éventuellement, Guy Georges, durant cette période, il va être arrêté. Il va être arrêté, accusé d'agression sexuelle et il va passer 21 mois en détention. Donc, à nouveau, un arrêt. Le tueur de l'Est ne commet plus de crime. Il passe 21 mois en détention. Et là, je passe rapidement. Il va commettre des crimes en juillet 97, septembre 97, octobre 97, aussi en novembre 97. Et là, à ce moment-là, les policiers vont, avec l'ADN, ils vont réussir à établir, on va trouver de l'ADN, et là, ils ont établi ce fameux profil génétique. On va pouvoir avoir le profil génétique de Guy Georges à partir d'un mégot de cigarette, et là, il est clair que cet individu-là, c'est l'homme que l'on cherche. Guy Georges est arrêté à la sortie du métro parisien, station Blanche, il sort, puis il est arrêté de manière accidentelle. Il y a 2 policiers qui se promènent sur la rue, on a le portrait robot de Guy Georges qui circule, les policiers sont là, ils font de la surveillance routière, et ils voient Guy Georges qui sort du métro Blanche et entre dans une petite pharmacie. Donc, ils vont l'interpeller, et Guy Georges, à ce moment-là, est arrêté, menotté et amené au tribunal, amené au poste de police, où c'est assez étonnant parce que durant l'interrogatoire, alors qu'il est en détention, en garde à vue, il va avouer les crimes. Il se pense au-dessus de la mêlée, c'est un individu excessivement narcissique.
Il avoue les crimes, mais il va se rétracter, probablement à la demande de son avocat. Et là, l'avocat va faire valoir durant le procès que les aveux de Guy Georges obtenus en moment où il était en détention, en garde à vue, sont irrecevables. Donc, éventuellement, on va devoir les mettre de côté. Mais durant le procès, Guy Georges, durant les 3-4 premiers jours du procès, se montre un bon garçon. Il arrive, il est comme souriant, ce qui choque bien sûr les parents des victimes qui sont convaincus que c'est le tueur. Les policiers sont convaincus que c'est le tueur. Dans une identification d'ADN, il y a une chance sur 700 000 que Guy Georges ne soit pas le tueur d'une des victimes où on a retrouvé du sperme sur la victime. Et Guy Georges se montre un peu hautain, tout ça. Et quand les avocats, les procureurs lui posent des questions, il fait de pas trop savoir de quoi on parle. Vous êtes dans l'erreur, je ne m'en rappelle pas. Et puis éventuellement, l'avocat, le premier avocat, celui qui tient le rôle du procureur, va réussir à faire sortir Guy Georges de ses gonds à un moment donné. Et là, Guy Georges, on va voir apparaître le véritable Guy Georges. Il se lève, il est dans le box des accusés. Il se lève, pointe en direction du juge. Il dit, moi, la justice, j'y pisse au visage. Et là, on voit cet homme, les yeux exorbités, et il va avouer les crimes. Quand le procureur lui dit, est-ce que... parce que la question était... Lorsque les vêtements avaient été déchirés d'une des victimes, Guy Georges, le coroner, avait dit que l'agresseur était gaucher. Or, Guy Georges maintient qu'il est droitier, mais en réalité, il est ambidextre. Et au moment où la procureure, comme ça, essaie de le challenger, Guy Georges se lève et dresse le bras gauche dans les airs. Et là, qui montre bien que quand il frappe du bras gauche, tu comprends? Et là, elle prend la balle au bond et elle lui dit, c'est donc du bras gauche que vous frappez? Puis Guy Georges répond, oui. Et là, il avoue tous les meurtres. Il dit, oui, je les ai tués, Et tous les meurtres qu'on lui propose, en fait, c'est toutes les agressions qu'on lui présente et tous les meurtres qui lui sont présentés pour lesquels on a des preuves de son implication, il les reconnaît tous les uns après les autres. Et comme il ne reste plus de temps, il faut dire, et là on a entendu en début d'émission le jugement, il est condamné à une peine de prison à perpétuité, à la sortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Comme à ce moment-là, il a déjà passé 3 ans derrière les barreaux en attente de son procès, parce que il y a eu évidemment toute l'instruction du procès, puis le temps compte comme en double. Donc on considère qu'il a passé 3 ans, même si ça a été un an et demi de préparation au procès. Et au procès, je sais pas, est-ce que Guy Georges s'est amendé ou est-ce qu'il a réalisé à quel point il était monstrueux? Ça reste, on ne saura jamais pourquoi il a commis ces crimes en dehors d'une satisfaction sexuelle. Il va rester excessivement obscur sur ses motivations. Il reconnaît les meurtres, il fournit des informations. Il va se lancer sur un descriptif des meurtres, comment il les a commis. Et à la fin, lorsque le juge lui dit, vous êtes condamné à une prison, à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, Guy Georges va dire au juge, et on l'a entendu dans l'extrait de nouvelle, il dit la prison à perpétuité, c'est la prison à vie, je ne ressortirai jamais. Bon, ça c'est ce qu'il a dit. Mais en réalité, Guy Georges avait droit à une libération conditionnelle à partir de 2020. Jusqu'à maintenant, il semble avoir tenu parole. Depuis 2020, Guy Georges, qui est toujours détenu, n'a jamais fait de demande de libération conditionnelle. Non. Mais est-ce que finalement il s'est amendé? Est-ce qu'il se rend compte à quel point il est un personnage monstrueux et que le remettre en liberté, ça représenterait un danger pour autrui? Mais quoi qu'il en soit, depuis 2020, Guy Georges pourrait demander une libération conditionnelle. Ça ne veut pas dire que ça se ferait automatiquement, mais il n'en a jamais fait la demande. Donc au moment où on se parle, Guy Georges est toujours derrière les barreaux. Et quand on regarde sa feuille de route, donc c'est un individu qui a commencé à commettre des crimes, des agressions sérieuses dès l'adolescence, qui malheureusement a culminé par l'assassinat de plusieurs femmes dans les années 90.
Espérons que Guy Georges reste derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Ben, très surprenant que ce soit cette avenue-là qu'il emprunte de plein gré, parce que si les libérations conditionnelles ne font pas leur job, c'est pas de sa faute. Le système de justice est fait en sorte qu'il peut s'essayer. Ben, écoute, ça prouve que la morale de l'histoire, c'est que tout le monde peut changer. Ouais, mais qui sait, hein? Ça ne veut pas dire croisons-nous les doigts, hein? Non, Il pourrait faire une demande de libération conditionnelle l'an prochain ou dans 2 ans, là. Ou peut-être dans 2 jours, puis on va faire le saut, toi puis moi, d'en avoir parlé, là. Voilà. Donc, on est jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les familles des victimes sont inquiètes de ça. Les familles des victimes se sont souvent confiées en Guy Georges, c'est probablement le tueur qui a le plus marqué l'imaginaire au cours des 20 ou 30 dernières années à Paris. Et les mères des victimes se sont confiées en disant à partir de 2020, donc à partir du moment où Guy Georges pourrait retrouver la liberté, ça ne veut pas dire que les libérations conditionnelles vont le remettre en liberté, mais il pourrait faire une demande. Et c'est vrai que les mères des victimes se sont confiées encore récemment aux médias, en fait en 2020, là, quand la date d'échéance est arrivée, et elles se sont montrées très inquiètes par l'idée de voir Guy Georges faire une demande de libération conditionnelle. Mais au moment où on se parle, en 2023, il n'a toujours pas adressé une demande dans ce sens. Ça peut rester comme ça. Encore une fois, Christian, ça a été une très belle semaine. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu vas passer un bon week-end et on se reparle lundi. Lundi prochain. Oui, absolument. Merci. Bye bye. Ciao. Bye. Radio X Files. Radio X. Sans détour. T'as fait-tu demander ça au retour? Tu peux faire apparaître des 100 piastres. Les classiques. Veux-tu faire disparaître ma femme? Faire disparaître la facture? Non, mais c'est tout le temps ça, là. Tu sais, la femme, la facture, après ça, faire apparaître de l'argent. Veux-tu me faire maigrir? Moi, je suis tout le temps, mais j'ai pas réussi avec moi.